Vous avez peut-être entendu dire que le S&P 500 ou qu'une action était assez chère en ce moment. Et derrière le mot cher, on sous-entend souvent que le cours de l'action est surévalué. Mais alors comment on fait pour calculer et analyser le niveau de valorisation d'une entreprise par rapport à une autre? Eh bien, il y a plusieurs méthodes d'évaluation. Certaines sont plutôt simples et d'autres sont plutôt complexes. D'autant que pour être honnête avec toi, il n'y a pas de méthode miracle, de calcul miracle qui soit adapté à chaque entreprise et à chaque situation. Chaque action est différente et chaque industrie ou secteur a des caractéristiques uniques qui peuvent nécessiter plusieurs méthodes d'évaluation. Mais aujourd'hui, on va faire simple en utilisant le ratio cours sur bénéfice, aka le Price Earning Ratio, PER. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 entreprises que je t'ai sélectionnées qui versent des dividendes et qui ont un Price Earning Ratio en dessous de 15. Ce qui veut dire que ces entreprises représentent potentiellement une bonne affaire, tout du moins au niveau du Price Earning Ratio, et encore, il y a des bémols à cela. Mais avant de te parler de ces 3 entreprises, eh bien, regardons un petit peu ensemble ce qui se cache derrière ce ratio de cours sur bénéfice ou de PER, Price Earning Ratio. Et pour cela, je vais te raconter une petite histoire, une histoire qui a tourné au cauchemar pour de nombreux investisseurs et j'espère que tu n'as pas été pris dans cette spirale. Alors, il était une fois une petite entreprise qui se nommait Microsoft. Et la valorisation de Microsoft qui progressait tranquillement au fur des années 90, et bien à la fin des années 99, de l'année 99 et même de l'année 2000, eh bien elle a été très importante à tel point que son ratio cours sur bénéfice a atteint les 76. C'est-à-dire que l'entreprise avait une valeur qui correspondait à 76 fois ses bénéfices. Ou dit autrement que l'investisseur allait devoir attendre 76 années afin de pouvoir retrouver sa mise de départ. Ce qui fait qu'une personne ayant investi dans cette action à cette date aura dû attendre jusqu'à 2016, soit plus de 15 années après, pour retrouver sa mise de départ qu'elle avait mis en fin 99, début année 2000. Et ça, honnêtement, c'est sans compter sur le fait qu'elle avait probablement vendu son action au pire moment en enregistrant une perte. Alors là, je t'ai pris l'exemple de Microsoft, qui s'est littéralement éclaté la face contre le sol une fois que la crise des dot-com, la crise des nouvelles technologies a éclaté comme un ballon de baudruche. Mais en fait, j'aurais pu prendre d'autres entreprises, par exemple Cisco, et encore, il y en a qui existent encore à l'heure actuelle, mais bon nombre de ces entreprises ont disparu suite à cette crise et aux cours qui ont complètement dévissé. Alors tu l'auras compris à travers cet exemple, la valorisation d'une entreprise, eh bien c'est extrêmement important pour les investisseurs que nous sommes, mais du coup, quel ratio utiliser ? En préambule de cette vidéo, je te disais qu'on avait à notre disposition des méthodes pour calculer la valorisation d'une entreprise qui étaient soit simples, plutôt simples, ou alors on en avait des plutôt complexes. Et en fait, certains modèles tentent de déterminer en fait la valeur intrinsèque d'une entreprise sur la base de ses propres états financiers et de ses projets, alors que d'autres se tournent sur une évaluation relative par rapport à ses pairs du même secteur. Donc de manière globale, tu vas souvent entendre parler des ratios les plus simples, Price Earning Ratio, Price Earning to Growth, Price to Book, Price to Sell, Price to Free Cash Flow. Donc tout ça, ce sont des termes américains et on a un peu moins souvent l'habitude d'entendre parler du modèle de flux de trésorerie actualisé en 2 étapes ou du modèle d'actualisation via les dividendes ou du modèle de croissance de Gordon. Tu vois, souvent, eh bien ça, on n'entend pas forcément parler, mais ce sont des indicateurs, des ratios, des modèles qui sont également assez fiables. Alors aujourd'hui, on va rester très simple en parlant du Price Earning Ratio, du ratio cours sur bénéfice, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire quel ratio tu souhaiterais que je te présente et puis bien tout simplement je te ferai une vidéo là-dessus si c'est pertinent et si ça t'intéresse. Alors, voyons un peu le but du Price Earning Ratio. Tu l'auras compris, son but c'est de tenter de déterminer la valeur d'une entreprise par rapport à ses bénéfices. Et en fait, pour ce faire, on a 2 différents modes de calcul qui reviennent exactement au même. Soit on va prendre le prix de l'action, donc le cours de l'action actuelle divisé par son bénéfice net par action,
Ou alors, on va prendre la capitalisation boursière de l'entreprise que l'on va diviser par les bénéfices nets de l'entreprise, les revenus nets, c'est tout simple. Alors tu le vois, tu as la possibilité soit de faire ce calcul par toi-même, ou alors tu as des sites internet qui vont le faire carrément à ta place. Tu vas avoir des différences en fonction des sites ou des chiffres qu'ils vont prendre. Souvent, ils vont te montrer soit le price earning ratio glissant, c'est-à-dire qui a été calculé sur une période donnée via les résultats du passé. Souvent, c'est sur 12 mois, sur l'année qui s'est écoulée, l'année comptable écoulée. Ou alors, c'est le price earning ratio projeté. Et là, du coup, on se base sur des prévisions d'analystes. Donc, on peut avoir un degré d'incertitude, d'imprécision qui fait que, voilà, de manière globale, on préfère prendre le price earning ratio que de manière glissante. Alors comment on interprète en fait ce ratio-là? Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce que veut dire avoir un price earning ratio de 10, de 15, de 20, de 30, de 150, de 257 000? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut faire attention, hein, tous ces indicateurs, ce sont juste des moyens pour nous donner des informations. Mais il faut toujours remettre ça dans son contexte. Tu vas avoir des secteurs d'activité où un price earning ratio très bas n'est pas forcément une très bonne aubaine. Ou un price earning ratio très bas d'une entreprise eh bien, va potentiellement montrer qu'elle est sous-évaluée. De manière globale, ce que l'on dit, c'est que quand on a un price earning ratio entre 0 et 10, ça veut dire les choses suivantes. C'est-à-dire que l'action est fortement sous-évaluée de manière globale. Ça peut être une superbe nouvelle comme une très mauvaise. Et en fait, il n'y a pas une seule grille de lecture, mais il y en a plusieurs. Donc encore une fois, il faut bien remettre le tout dans le contexte de l'entreprise. Si jamais ça peut être une superbe pépite qui est complètement oubliée de la part des investisseurs, ou alors ça peut être le fait que tout simplement cette action-là, eh bien, on a de très mauvaises prévisions, ou alors de très mauvaises nouvelles, ou alors voilà, des choses qui sont pas forcément très agréables. Et donc là, eh bien, tout simplement, les investisseurs n'ont pas envie d'acheter ça. Donc, ils s'en détournent. Un price earning ratio de 10 ou de 19, eh bien, on le considère plutôt comme acceptable. Par contre, quand on dépasse de 20 à 25, et encore une fois, c'est pas parole d'évangile, eh bien là, on entre dans une zone de surélévation. Alors, c'est pas 20, c'est peut-être 19, c'est peut-être 22, c'est peut-être 25, ça dépend, tu vois. On est à peu près... on fait l'interprétation que l'on veut, mais en tout cas, cela peut être dû à une suite d'annonces positives de la part de l'entreprise qui va attirer l'intérêt des investisseurs et qui fait les rendre un peu plus optimistes. Et de manière globale, quand on dit qu'un price earning ratio dépasse le 25, eh bien, c'est que l'action peut connaître un attrait des investisseurs suite à des annonces qui sont positives ou alors d'excellentes perspectives futures, une croissance des résultats qui sont attendus, ou alors des fois quand on est véritablement dans des price earning ratio qui défient les lois de la gravité, peut-être que ça veut dire qu'on est au niveau d'une bulle ou pas. En fait, ce qui est également important, c'est le fait de prendre en compte le price earning ratio d'une entreprise vis-à-vis d'une autre qui va être dans le même secteur qu'elle. Si tu prends une entreprise, une banque par exemple, et que tu vas la comparer avec une entreprise technologie, si tu prends Crédit Agricole et Google, qu'on compare leur price earning ratio, ça ne sert à rien. Par contre, si tu prends le price earning ratio de deux entreprises qui sont dans le même secteur, par exemple TF1 et M6, Métropole Télévision, eh bien là, on peut comparer les deux entreprises. Est-ce que le fait que TF1 ait un price earning ratio de 7,79 et que M6 en ait un de 8,21, est-ce que ça veut dire que TF1 est plus intéressante à acheter que M6? Non. Ça ne veut pas dire ça. Mais en tout cas, ça donne une idée sur leur niveau de valorisation. Pour certains secteurs, le price earning ratio ne s'applique pas. Et en fait, c'est le cas, par exemple, pour l'immobilier. Tu le sais, si tu investis dans des foncières immobilières, on utilise le Fund from Operation, le fonds provenant des opérations FFO ou le AFFO. Donc, on va comparer ça avec le cours de l'action de la foncière. Le price earning ratio, c'est pareil, je te l'ai dit, il ne doit pas être utilisé pour comparer les price earning ratio de deux entreprises qui sont dans des secteurs d'activité complètement différents. On ne prend pas aussi en compte l'endettement de l'entreprise via ce critère-là, donc c'est un élément à prendre en compte, et également le fait que, eh bien, on ne s'attarde que sur les performances de l'entreprise sur un moment donné, mais qu'on ne prend jamais en compte les perspectives futures de celle-ci à ce moment-là. Donc maintenant, je te propose de passer aux 3 actions à dividendes qui ont un PER en dessous de 15 et qui
potentiellement représentent de bonnes perspectives d'achat. La première entreprise dont je vais te parler, c'est M6 Métropole Télévision avec un Price Earning Ratio de 8,21. Est-ce que j'ai véritablement besoin de te présenter le groupe M6? Je pense que tu vois clairement ce qu'ils font, mais quand même, je te présente. Eh bien, M6, c'est un groupe de médias français construit autour de la chaîne de télévision M6, mais pas uniquement. Et son actionnaire principal, retiens bien eh bien, c'est le groupe luxembourgeois RTL Group, propriété du groupe allemand Bertelsmann. M6, le groupe M6 possède M6, mais bien entendu, ils ont d'autres chaînes que tu connais, principalement sur la TNT, Gulli ou alors W9, les principales, et des chaînes payantes également, tu vas le voir, Paris Première par exemple. Le cours du groupe M6, eh bien, il a enregistré une performance positive depuis son introduction en bourse de plus de 292% à l'heure où je fais cette vidéo, avec un pic qui a explosé juste avant la crise des .com. Le groupe M6 pour l'année 2021, ils ont enregistré des chiffres plutôt intéressants. Ils ont eu un fort dynamisme de la consommation des ménages avec un rebond de l'activité publicitaire qui est très importante pour M6. Ils ont connu un succès plutôt important au cinéma avec Kaamelott notamment. Ils ont également, vous connaissez Stéphane Plaza, l'agent immobilier préféré des Français, eh bien, ils ont pris une participation majoritaire dans l'entreprise de Stéphane Plaza Immobilier. Et surtout, l'information qu'il ne fallait pas rater, c'est l'annonce du projet de fusion entre M6 et TF1. En mai 2021, le groupe Bouygues a annoncé que sa filiale TF1 allait racheter à hauteur de 30% le groupe M6. Ça a été un petit peu incertain pendant quelques mois, mais on a eu la validation et l'accord de la part de l'autorité à la concurrence que le groupe Bouygues allait racheter M6 Group. Le groupe M6 en 2021, il s'est plutôt bien comporté. Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de plus 9% comparé à 2020, même s'il n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant pandémie. Pareil pour le chiffre d'affaires publicitaire qui cette fois-ci est un petit chouïa plus élevé que 2019 avec une augmentation comparée à 2021 de plus 16%. Et par contre, les charges d'exploitation, elles ont augmenté comparé à 2020 à plus 4,1%. Le résultat net pour l'année 2021, il a progressé de plus 1,5% comparativement à l'année 2020. Et par contre, en termes de marge nette, eh bien, on a un petit peu décliné puisque la marge nette en 2020 du groupe M6 était de 21,7%, alors que là, on est à 20,2%. Mais c'est tout de même bien mieux que ce qui avait été fait en 2019 avec une marge nette à l'époque de 11,8%. Alors on dit M6, c'est génial, mais il ne faut pas oublier qu'on a également un pôle radio dans le groupe M6. On a RTL, on a Fun Radio et RTL2. Et là, on nous dit que le pôle radio du groupe M6 eh bien, conserve son statut de premier groupe privé de France avec une part d'audience la plus élevée comparativement à Énergie ou TF1 Publicité Radio ou Lagardère par exemple. En termes de bilan comptable, c'est pareil, on est plutôt pas trop mal avec un passif non courant qui est largement compensé par les actifs non courants et c'est la même chose pour les passifs courants qui sont largement compensés, enfin largement, pas forcément largement, mais qui sont compensés par les actifs courants. En ce qui concerne le dividende, ça nous intéresse, eh bien le groupe M6 nous propose un versement du dividende de 1 € par action, ce qui représente eh bien, un rendement de 5,8% et un taux de distribution de 45%, ce qui laisse largement de la marge de manœuvre à M6 pour augmenter son dividende. Bon, s'il y a le projet de fusion avec TF1, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'était plutôt prometteur et on le voit au fur et à mesure des années, le dividende a été versé, sauf en 2019 à cause de la pandémie et de la demande du gouvernement des entreprises françaises de ne pas verser de dividende, mais de manière globale, eh bien, M6 verse un dividende qui n'est pas forcément très régulier au fur et à mesure du temps, mais tout de même, il est là et c'est important de le souligner. La deuxième entreprise dont je vais te parler, c'est Best Buy avec un PER de 9,43. Et Best Buy, c'est une entreprise américaine de vente de matériel électronique grand public.
elle est surtout présente aux États-Unis et au Canada. Best Buy, ils vendent des ordinateurs, des tablettes, des télévisions, de l'électroménager, de la technologie, de santé, du sport, de loisirs, de films, etc. Bref, énormément de choses différentes et variées autour majoritairement de l'électronique et de la domotique. L'entreprise, elle a une capitalisation boursière de plus de 21 milliards de dollars. Son price earning ratio, il est à 9,43 comme je te l'ai dit. L'entreprise verse un dividende d'un peu plus de 3%. Et d'ailleurs, ce dividende, il a été versé sans interruption depuis 19 ans et il n'a pas diminué depuis 4 ans. Les finances de l'entreprise se portent plutôt bien puisque son chiffre d'affaires a tendance à augmenter de manière assez régulière, en tout cas depuis 2019. Il augmente de manière assez régulière, de même que pour son résultat net. Si on regarde du point de vue de la balance comptable, on a les actifs et les passifs à court terme qui sont quasiment à égalité, ce qui est pas forcément excellent, mais qui n'est pas non plus catastrophique. Et par contre, si on regarde du point de vue des passifs à long terme vis-à-vis des actifs à long terme, là, le ratio est plutôt bon puisque le total des passifs à long terme est largement payé plus de 2 fois par le total des actifs à long terme. Les nouvelles concernant Best Buy sont plutôt intéressantes malgré le fait que l'entreprise va être fortement impactée certainement par l'inflation. En tout cas, elle a déjà commencé et elle continue à l'être. Mais dans les dernières déclarations de l'entreprise, ils nous disent que l'année 2022 a été également une année de tous les records et que sur les 2 dernières années, le total du cash qui a été généré par les activités opérationnelles était de 8,2 milliards de dollars et qu'ils ont généré plus de 6,5 milliards de dollars de free cash flow et que sur ces 6,5 milliards de free cash flow ou 8,5 milliards d'activités opérationnelles, 4,2 milliards de dollars ont été reversés aux actionnaires soit sous forme de rachat d'actions ou alors de dividendes et que aujourd'hui ils annoncent une augmentation de leur dividende trimestriel de 26% qui s'établira maintenant à 0,88 $ par action et qu'ils vont continuer leur plan de rachat d'actions en rachetant approximativement 1,5 milliard d'actions durant l'année comptable 2023. Et la troisième entreprise que je voulais te présenter, qui a un price earning ratio de 8,14, c'est la française Total Energy. Et Total, on a d'excellentes nouvelles puisqu'ils ont annoncé ce jeudi qu'ils allaient accélérer leur rachat d'actions après un bon haut niveau du premier trimestre de l'année. Le groupe, il a enregistré au cours des 3 premiers mois de l'année 2022 un résultat net en augmentation de plus de 32%, un EBITDA en augmentation de plus de 22%, une marge brute d'autofinancement hors frais financiers de 12 milliards d'euros avec une augmentation de plus de 23% et une production d'hydrocarbures en léger déclin de moins 1%. Par contre, son résultat net part du groupe, il est en baisse. Cette baisse de 15% à 4,9 milliards de dollars, elle est liée en raison d'une dépréciation comptable qui a été faite et qui est liée à Arctic LNG numéro 2. Et Arctic LNG numéro 2, c'est un développement majeur de gaz naturel liquéfié qui se situe en Russie. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette provision. Et donc du côté des bonnes nouvelles, c'est que Total Energy a confirmé cette fois-ci qu'elle allait augmenter de 5% son premier acompte sur dividende au titre de l'année 2022 en proposant un montant de 0,69 € par action. Et donc, je te le rappelle également qu'ils ont précisé qu'ils prévoyaient désormais jusqu'à 3 milliards de dollars de rachat d'actions au premier semestre, ce qui va apporter encore plus de valeur pour les actionnaires, alors qu'ils tablaient précédemment sur 2 milliards pour cette période, après un montant de 1 milliard réalisé au premier trimestre. Voilà, cette vidéo se termine où je voulais te présenter ces 3 entreprises potentiellement sous-évaluées qui ont en tout cas un PER de moins de 15%, qui est en dessous de 15%. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu utilises en termes de ratio
pour pouvoir estimer la valorisation d'une entreprise. Est-ce que tu regardes d'autres indicateurs? Moi en tout cas j'en regarde, je regarde le price earning ratio, mais j'en regarde d'autres comme les ratios qui te permettent de calculer la valeur intrinsèque et la juste valeur d'une entreprise, ou aussi comparativement au price sur free cash flow par exemple. C'est ce que je regarde. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao.